Maintenant, nous passons au corps de la présentation, c'est-à-dire les faits saillants du résultat de la recherche qualitative avec Diane Poitras. Alors, Diane Poitras est cinéaste, doctorant au PhD, professeur en pratique documentaire à l'École des médias de l'UQAM. C'est notre co-chercheur, c'est-à-dire qu'elle a co-dirigé l'étude avec Marc Ménard. Donc, Diane, à toi la parole et l'honneur. Nous t'écoutons, suspendu à tes lèvres et à ton propos. Merci, Bruno. Alors, oui, bon, on l'a dit plus tôt, là, je veux préciser que si je porte le titre de chercheur principal, le collègue Marc Ménard a joué un rôle prépondérant dans le déroulement de cette étude. Je veux le reconnaître et le remercier ici. Je regrette qu'il ne puisse pas être avec nous. Alors, les faits saillants. L'étude a révélé que depuis le début des années 2000, nous assistons à une baisse généralisée du financement du documentaire au Québec et au Canada. Cette décroissance affecte sans doute le nombre de productions menées à terme et les budgets respectifs. C'est une situation qui entraîne des conséquences sur les conditions d'exercice du métier, c'est-à-dire que ça va se traduire par une instabilité économique. Il est très rare, en effet, je pense que je ne vous surprendrai pas en disant ça, très rare qu'on puisse vivre du métier de documentariste. En 2014, lorsqu'on a fait l'étude du premier volet, on a relevé que seulement la moitié des revenus provenaient de la réalisation, la moitié des revenus des documentaristes. En 2014 encore, le revenu moyen de réalisation était de 19 248 $. Et ça, c'est le revenu moyen, c'est-à-dire que pour les femmes, le revenu était à peine un peu plus de 15 000 $, le revenu qui provenait de la réalisation. Donc, les conditions d'exercice du métier, ça se traduit par l'instabilité économique, mais aussi par une diminution du nombre de jours alloués à la préparation et au tournage, donc une accélération constante du processus de production. Ça veut dire aussi des tournages en équipe réduite, qui est devenu vraiment la tendance lourde dans le métier. En 2015, 62% des répondants disaient que le dernier film qu'ils avaient tourné avait été réalisé avec une équipe de 3 personnes. 62%. Donc, tout ça oblige les documentaristes à assumer d'autres fonctions que la réalisation, une somme de travail qui, disent-ils, peut nuire à la concentration. Je pense que dans tout ce que je vais vous dire, ceux qui sont documentaristes parmi vous, donc la grande majorité, vous ne serez pas très surpris d'entendre les résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a des données qui permettent d'appuyer et on ne peut pas se faire dire que c'est seulement des perceptions subjectives. On a les chiffres qui montrent que ce sont des données précises, rigoureuses et scientifiques. Donc, les documentaristes sont obligés d'assumer d'autres fonctions que la réalisation, ce qui veut dire que plus ils sont éparpillés dans différentes tâches, plus ça gruge la concentration pour faire un travail de création. On note aussi que l'autoproduction, qui est choisie comme une alternative aux problèmes économiques pour plusieurs, a aussi pour effet de multiplier les tâches et les responsabilités, et ça détourne encore les documentaristes qui choisissent cette option-là, souvent ça détourne, de la dimension de création de leur travail. Par ailleurs, les participants ont aussi souligné qu'il y a des coûts liés au métier. Ça aussi, je ne vous apprends rien. Les documentaristes doivent assumer personnellement des frais, équipement, documentation, frais de déplacement et effectuer du travail non rémunéré, principalement aux deux bouts de la production, c'est-à-dire à l'étape du développement et à l'étape de la distribution. À la complexité du marché de la distribution, en effet, ça a eu pour effet d'entraîner des tâches nouvelles et des frais pour les réalisateurs. Ça veut dire gestion des pages Facebook, création d'une page Facebook, gestion d'une page Facebook, vous savez ce que ça représente comme travail, inscription au festival qui ne sont pas prises en charge par les distributeurs. Donc, les tâches continuent de se multiplier au moment où les réalisateurs ont terminé leur film et sont souvent un petit peu à plat au niveau des énergies. Pour ce qui est des revenus, on note qu'un peu plus du tiers des projets
qui sont développés, c'est-à-dire les projets qui ont eu du soutien au développement, un peu plus du tiers vont obtenir le financement pour les mener à terme, c'est-à-dire pour passer à la production. Donc, ça entraîne une fluctuation dans les salaires nécessairement et ça oblige les documentaristes à multiplier les sources de revenus et à s'endetter. Ça devient un mode de vie, s'endetter pour arriver à vivre de leur métier. Au niveau des protections sociales, on a constaté que la plupart des participants et participantes à notre recherche connaissent peu ou pas du tout les règles d'application de ces protections sociales. Vous allez voir dans le rapport, il y a des gens qui commençaient en disant oui, je pense que je suis protégée parce que je suis membre, mais en fait, je ne suis pas sûre. Puis là, finalement, on s'apercevait que c'était une espèce de nuage, de gros nuage, parce que c'est effectivement une situation ou un ensemble de conditions qui est très complexe. Donc, la plupart ne connaissent pas ou très peu les règles d'application de ces protections-là. Une petite majorité dispose d'une couverture minimale. Quand je dis une couverture minimale, ça veut dire souvent des ressources privées, soit un petit héritage, soit des parents qui aident parce qu'ils trouvent que c'est important que le ou la cinéaste puisse poursuivre son travail, un travail qu'il aime ou qu'elle aime. Donc, des mesures privées comme ça, vraiment des solutions, système D, comme on pourrait dire. Donc, ce n'est pas des mesures sociales. La plupart des participants et participantes faisant exclusivement de l'autoproduction, puis là, ben, c'est majoritairement des femmes qui font de l'autoproduction. La plupart de ces participants et participantes donc, ne disposent d'aucune couverture sociale. Aussi, les documentaristes en viennent à considérer la vulnérabilité comme un attribut du métier. Hein, si on veut faire le métier de documentariste, ben, c'est comme si on acceptait qu'on se rend vulnérable sur le plan économique en tout cas, et sur le plan aussi des couvertures sociales, comme je disais, advenant un accident ou une maladie. La plupart des gens disaient, ben, moi, je ne sais pas ce qui m'arriverait, puisque je n'ai pas de plan B. En fait, la moitié des répondants n'avaient pas de plan B, advenant un passage difficile. On constate aussi, sans beaucoup de surprise, que c'est la perspective d'avoir des enfants qui va constituer une motivation à prendre des mesures pour contrer les aléas du métier. Souvent, les gens disaient bon, moi, je suis capable de m'arranger avec ces conditions-là, je suis dans une situation fragile, instable, je m'arrange avec ça. Mais si je décide d'avoir des enfants, ben, je ne veux pas les mettre dans une situation pareille. Donc, c'est vraiment cette perspective-là qui oblige à prendre les mesures nécessaires. Et puis les mesures, souvent, c'est des mesures un peu encore, comme je disais plus tôt, c'est le système D. Hein, il y en a même qui en viennent à reconsidérer leur choix de profession, de métier. Au chapitre de la retraite, ben c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour la plupart des personnes rencontrées, la retraite n'apparaît pas comme une perspective intéressante. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens considèrent que c'est d'abord un mode de vie, ce n'est pas un métier, c'est d'abord un mode de vie qui est axé sur la création. Donc, quand tu exerces une activité qui t'apporte une valorisation, ben, la retraite, c'est pas une perspective, on n'a pas hâte d'arrêter de faire ce qu'on aime. Ça, c'est vraiment très intéressant, ça démontre aussi l'engagement des documentaristes. De plus, ils et elles sont conscients, de plus ou par ailleurs, que leurs ressources vont être insuffisantes à l'âge qui serait normalement celui de la retraite, étant donné ce qu'on a décrit tantôt comme conditions économiques. Aussi, il y en a plusieurs qui décident d'investir dans leur santé. Alors, ils disent, moi, ce que je peux m'assurer de préserver, c'est ma santé, et c'est comme ça que je vais pouvoir travailler le plus longtemps possible. Pour ce qui est des enfants, le fait d'avoir des enfants, comme on l'évoquait plus tôt, eh bien, près de la moitié des participants et participantes estiment que les conditions d'exercice du métier n'ont pas influencé leur choix d'avoir ou non des enfants. Ceci étant, ils perçoivent que les exigences du métier, c'est-à-dire les déplacements fréquents, parfois éloignés, les horaires irréguliers, les revenus instables,
sont difficiles, évidemment, à concilier avec les exigences d'une famille. La venue d'enfants et les responsabilités qui en découlent accentuent ce qui est perçu donc comme les difficultés du métier, insécurité, frustration, fatigue, sentiment d'épuisement et, comme je le disais tout à l'heure, en ont amené plusieurs à considérer une réorientation professionnelle. En passant, je souligne que parmi les 26 personnes qui ont été rencontrées en entretien, seulement 4 femmes sur les 12 qui ont été rencontrées en entrevue avaient des enfants. Par contre, 11 hommes sur 14 étaient pères. Donc, je pense que c'est un chiffre qui en dit long sur ce que ça signifie pour une femme que de décider de consacrer sa vie au documentaire. Pour ce qui est des perceptions du métier, plusieurs documentaristes constatent que la qualité de leurs films souffre de l'accélération du rythme de travail et donc de l'érosion du temps de réflexion. Ça va de soi, si on est toujours en train d'aller plus vite, plus vite, plus vite, si on multiplie les tâches, ben, le temps de réflexion, on court après. Donc, ça affecte, selon les personnes qu'on a rencontrées, ça affecte, selon eux, la qualité du résultat qui arrive au bout du compte. La première des conditions sociales qui influent sur le métier, donc sexe, âge, région, origine ethnique ou langue, la première des conditions sociales donc, qui va avoir une importance, c'est, selon les résultats de cette étude, l'appartenance au sexe féminin. Malgré des avancements certains, il apparaît qu'une mentalité sexiste perdure dans le milieu du documentaire. Les femmes disent c'est subtil, évidemment, c'est pas gros, c'est pas grossier habituellement, mais elles se rendent compte que, bon, d'abord, elles sont moins bien payées, on l'a dit au début, hein, donc cette inéquité-là, en partant, ça démontre un préjugé à l'égard des femmes, et aussi je me souviens d'une réalisatrice qui disait quelque chose de vraiment intéressant. Elle disait les femmes ont moins le réflexe de fronter, si vous me permettez l'expression, que les hommes lorsqu'elles ne sont pas sûres dans une situation. Les hommes vont dire oui, oui, je suis capable, je vais le faire. Et ça a pour effet de rassurer les producteurs et les télédiffuseurs. Parce que eux, dit-elle, et là je la cite, eux aussi ils doutent. Et les gens qui sont à la télévision choisissent des programmes qui sont dans la même situation, les gens qui choisissent des programmes. Donc, ils vont faire des choix en fonction de ce qui les rassure. Elle dit, et je trouve que c'est assez délicieux, elle a appris à parvenir à ses fins dans un monde d'hommes, dit-elle, en les rassurant. Elle dit, j'ai appris comment dealer avec des hommes producteurs pour qu'ils aient l'impression que c'est eux qui avaient eu l'idée que moi, je voulais avancer. Donc, c'est par des subterfuges comme ça. Et l'emploi de ces subterfuges dénote déjà un problème de mentalité sexiste dans le milieu. J'arrête là-dessus. Il y a d'autres exemples dans le rapport, vous pourrez les consulter. La deuxième condition sociale qui aggrave les difficultés du métier, ben, c'est le fait d'habiter en région. Ça s'explique par, évidemment, les frais qui sont associés au déplacement, mais aussi la possibilité de réseautage. Il y a des gens qui nous disaient, quand tu habites à Montréal, c'est pas compliqué d'aller à un festival à tous les jours, pendant 10 jours, si tu en as envie, puis de passer tes journées là, de rencontrer des gens, de réseauter, de faire connaître tes projets. Mais si tu habites à 60, 100 ou plus, même 150 km de Montréal, par exemple, ben, ça coûte cher de passer 10 jours à Montréal dans un festival ou à Québec, enfin dans les grands centres, et tu n'as pas la même facilité, donc tu n'as pas le même accès aux personnes, aux décideurs dans les institutions. Donc, d'une part, il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi une répartition géographique des sommes qui sont allouées par les institutions au financement des films. Donc, ça reviendra dans les recommandations. On souhaite qu'on tienne compte des productions dans les régions et qu'on essaie de trouver des solutions pour mieux répartir les fonds. On remarque aussi que la profession est relativement âgée. Il y a seulement 14% des documentaristes qui sont âgés de moins de 35 ans, contre 39% pour l'ensemble des professions culturelles au Québec. Donc, il y a vraiment
une différence, il y a vraiment une difficulté, semble-t-il, pour les jeunes de se faire une place dans le milieu du documentaire. Les explications par rapport à ça sont multiples, puis il faudrait vraiment creuser davantage. Certains expliquent ça, certaines, par le fait que le métier exige peut-être une certaine maturité, donc ça prend un certain temps avant d'avoir quelque chose à dire sur le monde, sur cette réalité-là. Mais il y a aussi tout le prestige qui entoure le cinéma de fiction, un prestige qui attire souvent les jeunes davantage que le cinéma documentaire, qui est, on va le voir, beaucoup moins reconnu socialement que les gens qui font du cinéma de fiction. Il y a aussi un autre facteur qui est, je suis en train de le perdre, je ne l'ai pas noté, la difficulté du métier. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui se découragent parce que c'est très, très difficile de percer et ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup de conviction pour continuer dans ce métier-là. Mais effectivement, c'est des explications qu'il faudrait creuser davantage. Enfin, il faut souligner que le portrait des conditions sociales, on l'a dit tantôt, influence sur le métier, mériterait d'être validé par des recherches plus approfondies sur les enjeux liés à l'origine ethnique et à leur intersection avec les autres conditions. La moitié des participantes et participants considèrent que leur métier, à cause de la discontinuité de la pratique de création et du manque de reconnaissance sociale, ne leur permet pas un plein sentiment d'accomplissement. Ça, j'avoue que c'est une chose que j'ai trouvée extrêmement triste quand j'ai pris connaissance de ces données-là. Les documentaristes s'engagent dans leur création. Ils sont portés par la passion du métier, font beaucoup de sacrifices. Ils acceptent de vivre dans des conditions difficiles et pourtant, ils n'ont pas le sentiment d'être reconnus socialement à la mesure de leur investissement et de leur rapport à la société. Donc, il y a cette tension entre, d'une part, le sentiment de ne pas être suffisamment reconnu, puis d'autre part, eux éprouvent le sentiment d'une utilité sociale et la fierté d'un travail accompli lorsque le film est finalement partagé avec le public. C'est donc, ils persévèrent, ils continuent, ils ne veulent pas prendre de retraite parce qu'ils sont persuadés que leur travail a une fonction, est pertinent et nécessaire dans la société, mais d'autre part, ils ont le sentiment que cette appréciation-là n'est pas partagée par l'ensemble du public. Enfin, ils et elles apprécient aussi la liberté qui est liée au métier, de même que les découvertes et les rencontres que le métier leur permet. Pour ce qui est on va passer maintenant aux recommandations. Nos recommandations. Au vu des données recueillies et en cohérence avec la reconnaissance et la valorisation du métier et de son apport à la société, ce qu'on vient de décrire, il nous apparaît important d'améliorer les conditions économiques des documentaristes et de soutenir les dimensions spécifiques de leur création. Sur le plan des conditions socio-économiques, nous recommandons que les gouvernements investissent dans les institutions de financement des sommes qui correspondent à la réalité de la création documentaire et qu'ils prévoient des budgets qui permettent le respect des conditions de travail et de création équitables. On recommande aussi que soit créé par les gouvernements un système de redevance qui oblige les géants du web à contribuer à la production du cinéma canadien, incluant le documentaire. Vous avez peut-être vu passer dernièrement, on a vu que le gouvernement Trudeau annonce qu'il va exiger des plateformes, des grandes plateformes, qu'elles investissent dans le contenu, qu'elles privilégient une part de contenu canadien. C'est bien beau ça, mais il faut plus que ça. Il faut qu'il y ait un système de redevance qui soit réinjecté dans la production afin que les documentaristes puissent profiter de ces recettes-là pour faire valoir leur vision de la réalité québécoise,
Que ce ne soit pas les géants du web qui disent bon, on va tourner un film à Montréal avec des polices habillées comme des polices de New York, et puis donc ça va être, tu vois, imposer une vision de notre réalité de l'extérieur. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est vraiment soutenir la création ici du cinéma en général, incluant le cinéma documentaire. Nous recommandons aussi que les institutions de financement et les télédiffuseurs mettent en place des mécanismes qui assurent aux documentaristes des conditions équitables, en fait, afin d'enrayer leur précarité. Que les institutions et les télédiffuseurs revoient leur politique concernant spécifiquement les femmes, les autochtones, les documentaristes en région et les jeunes créateurs, créatrices, afin de mieux adapter ces politiques à ces réalités spécifiques et de faire entendre une plus grande diversité de voix. Nous recommandons aussi que les associations professionnelles mettent en place des sessions de formation sur les régimes de protection sociale et qu'une campagne de sensibilisation pour les protections de santé et sécurité au travail soit organisée en collaboration avec la CNESST afin de mieux renseigner les documentaristes sur les couvertures et leurs droits. Nous recommandons aussi que soit créé rapidement un groupe de travail incluant les institutions de financement, les télédiffuseurs, des producteurs, productrices, les associations représentant les documentaristes de différentes pratiques, incluant toujours les femmes, jeunes documentaristes autochtones, ainsi que les documentaristes en région. Donc, que ce groupe de travail soit réuni et s'attelle à la tâche de trouver des solutions à court terme et de prendre des mesures correctrices visant à mettre fin à la situation de précarité dans laquelle se trouvent les documentaristes. Ça, c'était pour les conditions économiques. Au chapitre des conditions de création, maintenant, nous recommandons que soit créé un fonds dédié au cinéma documentaire qui prévoit dans ses règles un financement réaliste des productions et un mode d'évaluation qui respecte les conditions de création qui lui sont propres. Les conditions de création qui lui sont propres, tout en assurant des conditions de travail équitables. Nous recommandons que soient revues et réaménagées les règles des organismes subventionnaires pour favoriser un meilleur arrimage entre leurs exigences souvent contradictoires afin de mieux soutenir la création et non pas la contradiction. Que soit rétabli à la SODEC un programme destiné aux créateurs, créatrices et non pas aux entreprises. Donc, que les créateurs, créatrices puissent soumettre des projets sans avoir nécessairement un producteur. Que les organismes subventionnaires, les télédiffuseurs, l'ONF, prennent des engagements concrets et durables afin de soutenir la prise de risque et la diversité des formes documentaires, incluant le documentaire d'auteur et expérimental. Et enfin, que soit créé à la SODEC et à Téléfilm un fonds documentaire expérimental qui respecte des conditions de travail équitables pour les cinéastes. En ce qui concerne plus spécifiquement la diffusion et la distribution, nous proposons que soit apportée une bonification des programmes d'aide aux maisons de distribution en cohérence avec le nouveau paysage de la distribution qui s'est mis en place au cours des années afin d'alléger le travail des documentaristes. On disait tantôt que maintenant les documentaristes ont de plus en plus de tâches à assumer en fin de parcours. Ben, c'est peut-être qu'une aide, une meilleure aide, une révision de l'aide accordée aux maisons de distribution permettrait d'alléger un peu ce travail-là. Dans tous les cas, que des sommes réalistes soient prévues dans les budgets de distribution documentaire pour rémunérer le travail des documentaristes s'ils doivent en accomplir. Qu'un réinvestissement dans les télédiffuseurs publics vienne soutenir l'engagement cité plus haut envers le documentaire d'auteur et le documentaire expérimental. Parce qu'il faut évidemment qu'ils aient les moyens de soutenir des productions qui sont plus à risque. Que soient étudiées des modalités d'application des droits d'auteur des documentaristes à l'ensemble des diffusions, incluant Internet. Que soit mis en place un projet pilote financé par le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
qui coordonnerait d'une part et faciliterait l'utilisation des documentaires d'ici en présence des documentaristes dans les classes, tout niveau d'études confondues, et qui favoriserait aussi la diffusion dans les comités du Québec, la diffusion du documentaire dans les communautés du Québec, afin d'aborder ces sujets de société. Voilà.